Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir enrhumé de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté, dans lequel je vous explique comment réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à des lotissements complets. La promesse, c'est de pouvoir arriver chaque année à dégager au minimum 50 000 € de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao patron et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Notre livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez @unevie-de-liberté, vous cliquez sur le lien dans la bio, il y a tout ce qu'il faut, vous allez retrouver le livre. J'ai même mis des stories travaux sur mon compte Insta, dans les stories à la une, où vous pouvez voir la division foncière en action. Et chaque semaine, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle lui aussi Une vie de liberté, où on explore ensemble tous les moyens d'avoir une vie plus libre, que ce soit financière, on parle beaucoup de finances perso dans ce podcast, mais aussi et surtout comment être plus libre dans sa tête. Parce que vous le savez, si on n'est pas libre dans la tête, c'est compliqué d'être libre tout court. Alors vous l'avez vu avant cette introduction, oui je suis enrhumé cette semaine, on va en parler, j'espère que je vais arriver à vous faire un podcast, je pense que je vais avoir du boulot en montage, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, on ne recule devant rien sur une vie de liberté, enrhumé ou pas, on sort un podcast quand même. Donc on va commencer comme chaque semaine en remerciant tous les gens qui m'ont mis un message suite au podcast de la semaine dernière. Un grand merci à Jean-Baptiste, Anatole, Vincent, Xavier, l'investisseur immobilier, Julien, Caroline, Charles, Anthony, Olivier, Antoine, Clément, Philippe, Vincent, Babas, Manu, Cyril, Nicolas, Max, Vincent et Xavier. Donc un grand merci à vous tous. C'est vous qui faites vivre ce podcast et vous le faites vivre plus que jamais puisque nous sommes 787 sur YouTube. Donc là, bientôt 800, on s'approche des 1000. Quand j'ai commencé ce podcast, je ne me voyais jamais avoir une chaîne YouTube ni à 700 ni à 800 et encore moins qui s'approche des 1000. Donc c'est vraiment cool. Si tu écoutes ce podcast et tu n'es pas abonné, je le dis pas très souvent, mais tu peux mettre un petit pouce et tu peux t'abonner aussi à la chaîne. Je me rends compte que je pensais que c'était Apple Podcast qui aidait le plus le podcast à se faire connaître. Et je me demande si c'est pas YouTube en fait. Donc voilà, suivant où tu l'écoutes, n'hésite pas à t'abonner sur YouTube. Si tu as envie de voter pour une vie de liberté, on est 438 sur SoundCloud. Ça stagne un peu, mais voilà, 438 c'est déjà un super beau nombre. Mais n'hésite pas à t'abonner non plus. Et on a 215 notes sur Apple Podcast avec un nouveau commentaire. Donc merci à Rome 3831 pour ton commentaire 5 étoiles, ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, et si vous en avez pas assez de Une vie de liberté chaque semaine, bon, il y a toujours mon deuxième podcast, Les Gentlemen Investisseurs, qui sort tous les vendredis à 10h, et qui est avec Yann, qui parle vraiment d'investissement immobilier, mais pas que. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, on est 4310 sur Insta, si vous n'avez pas assez de moi, j'essaye de mettre des stories tous les jours, d'animer le compte, et si vous avez envie de communiquer avec moi, m'envoyer un DM, c'est là-bas qu'il faut le faire. Donc un grand merci encore à tous ceux qui prennent le temps de liker les épisodes, de mettre des commentaires, de vous abonner. Merci 1000 fois, c'est sincère, et ça aide vraiment à faire vivre ce podcast. Alors pour les news, avant de revenir sur le sujet de la semaine dernière, merci beaucoup à vous pour vos retours sur la formation finance perso. Je vois que ça vous plaît comme idée, donc ça me motive et j'ai fait tout le plan. Et je pense que voilà, je vais vraiment essayer de faire quelque chose de bien, mais enfin vous le savez, j'aime pas trop faire les choses à moitié, donc je voudrais vraiment faire quelque chose de bien et de très complet. Donc il faut me laisser un peu de temps, parce que voilà, je veux pas me mettre la pression non plus pour sortir absolument quelque chose. Là j'ai fait tout le plan, il faudrait que je tourne les vidéos, et que j'arrive à trouver du temps pour ça. Parce que malgré tout, je suis assez occupé. Et voilà, et au début, les podcasts, c'était pour faire un à côté. Et puis voilà, puis ça prend de plus en plus de place, donc tant mieux. Mais voilà, il faut arriver à jongler avec tout. Et je veux faire ça bien. Et surtout que je me suis mis en fait un deuxième challenge en même temps, c'est de remettre à niveau la première formation que j'avais sortie qui s'appelle la boîte à outils du marchand de biens en division foncière. Alors c'est un nom qui est très très long, je vous avais demandé un peu
les noms que vous voudriez. Alors peut-être que je peux l'appeler Division Expert ou quelque chose comme ça pour que ce soit un peu plus court, un peu plus sympa que ce nom à rallonge. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, au-delà du nom qui est du marketing, sur le contenu de la formation, j'ai vraiment rajouté un truc qui est super. Alors je suis encore en train de le faire, mais j'ai bien avancé. Pour tous ceux qui ont déjà la formation, si vous allez voir, alors c'est en construction, mais j'ai rajouté un 9e module de la formation où je décortique une de nos opérations qu'on a faites en détail. Un lotissement de 7 lots, je reviens sur tout. Donc là, aujourd'hui, j'ai mis en ligne une vidéo de travaux qui dure plus de 30 minutes. C'est un petit peu dans l'esprit des stories travaux que j'avais fait, sauf que là, ça dure pas 3 minutes, ça en dure 30, donc je prends vraiment tout le temps. Avec la caméra, j'ai tout filmé, je reviens sur tous les réseaux. Et là, je suis en train de mettre en ligne tous les prix de revente des lots qu'on a eu. Je remets tous les devis travaux de l'opération vraiment en détail et je vais tourner une vidéo où je vais expliquer chaque devis et bien sûr tous les plans. Je vais expliquer tous les plans en détail pour bien que vous puissiez tout comprendre et tout le bilan d'opération. Voilà, on sera transparent, on partagera tout le bilan d'opération et voilà, je pense que ça va vraiment apporter un plus pour celui qui a envie de faire une opération de division foncière. Et là, il en aura une décortiquée dans tous les détails, que ce soit des plans jusqu'aux travaux. Donc voilà, je pense que ça va vraiment apporter. Et ça, j'ai presque fini. À mon avis, là, vous allez écouter le podcast lundi, mardi ou mercredi, ça sera terminé. Et je remettrai un petit peu en avant cette formation aussi, parce que je la mets jamais en avant. Et, et elle est vraiment... Enfin bon, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je pense qu'en tout cas, pour celui qui a envie de faire de la division foncière, là, elle sera vraiment riche jusqu'au bout avec des exemples concrets. Elle était très théorique et très orientée pour trouver une affaire. Et là, elle sera vraiment hyper complète. Donc voilà, je suis vraiment content de ce boulot-là et ça fait vraiment plaisir. J'ai hâte de le partager déjà avec tous ceux qui ont la formation. Je pense que ça va vraiment leur apporter, puis tous les nouveaux qui voudront l'apprendre. Bon, ça c'était pour la partie formation. Et dans les news aussi, je voulais vous parler de l'importance et du bonheur de couper. Puisque toute la semaine dernière, je suis parti en vacances avec mes enfants et ma compagne. Et voilà, on avait déjà enregistré le podcast des Gentlemen Investisseurs avec Yann en avance. Et pour préparer ce podcast-là, j'ai voulu faire une FAQ, en fait, une réponse à vos questions. Alors, on va y venir tout à l'heure, on va revenir un peu sur le podcast de la semaine dernière. Mais du coup, j'ai pu vraiment prendre une semaine complète où j'ai coupé. Et je dis souvent sur ce podcast que voilà, c'est la liberté qu'on vise, la liberté financière. Mais quand on est passionné de ce qu'on fait, on se retrouve aussi à quand même, malgré tout, beaucoup travailler et travailler tout le temps parce que le marchand de biens, parce que le lotissement c'est super intéressant et si on trouve un terrain le samedi et qu'il faut aller le négocier, et voilà, on y va le samedi parce que c'est une super affaire. Pour les podcasts, je les prépare un peu toute la semaine. Même l'immobilier, ça s'arrête jamais, un locataire peut vous appeler le dimanche. Et là, pour le coup, couper une vraie semaine entière, alors bon, il y a coupé et coupé. J'ai toujours bossé une petite heure par jour, mais beaucoup moins que d'habitude. Et voilà, ça faisait vraiment du bien, ça aère l'esprit. Et n'hésitez pas à couper de temps en temps parce que ça fait vraiment du bien. On va attaquer avec le retour sur le podcast de la semaine dernière. C'était un podcast avec Max. Et je voudrais vous remercier pour les écoutes. Vous avez crevé le plafond. Donc c'était fantastique. J'ai vraiment l'impression que... ça vous plaît les épisodes en duo. Alors moi j'aime beaucoup et j'aime bien être tout seul parce qu'au départ ce podcast je voulais le faire pour partager mon ressenti, partager mes expériences et je me rends compte aussi que de temps en temps partager à deux ça vous plaît vraiment ou à plusieurs et interviewer quelqu'un qui a un parcours inspirant ça vous plaît et Max il a un parcours extrêmement inspirant parce qu'il a démarré d'un salaire on ne peut plus lambda et il ne me voudra pas de dire ça en gagnant entre 1600 et 1700 euros. Et c'est pour ça que c'est hyper inspirant, parce qu'on peut vraiment s'identifier à lui, et on peut vraiment voir qu'il l'a fait. Et on voit beaucoup sur Internet, rentier en 6 mois, rentier en 1 an, rentier en 2 ans. Et pour le coup, Max l'a fait. Et c'est une des rares personnes qui l'a fait. Alors j'en connais, j'en connais un autre que je vais vous ramener bientôt. Mais voilà, moi je ne l'ai pas fait comme ça. J'ai mis beaucoup plus de temps, j'ai mis 12 ans. Et c'est pas grave, c'est pas une course de toute façon. Et voilà.
Mais pour celui qui est mal dans son job et qui a besoin d'être inspiré, d'y croire et d'avoir un repère, je trouve ça fantastique. Et encore merci à toi, mon Max. Je sais que tu écoutes ce podcast et j'étais content de t'avoir. Et ça n'a pas manqué. Vous étiez content aussi. Vous m'avez envoyé plein de messages. J'en ai sélectionné 3. On a un message d'Anatole qui nous dit: super parcours de Max. Pas forcément focus sur l'indépendance, mais finalement c'est venu naturellement. J'ai exactement cette même peur de ne plus accéder au crédit une fois que j'aurai fini mon parcours dans le salariat et que je me lancerai en tant qu'auto-entrepreneur. Alors merci à toi Anatole pour ton message. Alors effectivement, j'ai pas voulu rentrer trop dans la technique avec Max. Peut-être qu'on le réinvitera d'ailleurs sur le deuxième podcast, sur les gentlemen investisseurs, où là on pourra peut-être parler un peu plus de technique et tout, notamment de crypto. Mais là, sur Une vie de liberté, j'ai vraiment envie qu'on se focus sur l'indépendance et sur le mindset, parce que je trouve que, bon, si t'as que du mindset, t'iras pas bien loin, hein. Il va falloir te former, il va falloir faire les bons choix aussi. Mais si t'es formé et que t'as fait, et que t'as envie de passer à l'action, mais que t'as pas de mindset, tu passeras pas à l'action et ce sera compliqué. Et c'est vraiment ce que je voulais vous ramener avec Max, c'est un petit peu son état d'esprit, là où il en était et toutes ces choses-là, plus que de la technique pure. Donc c'était assez volontaire, même si on a finalement parlé aussi de technique. Et tu vois, on a tous cette peur de ne plus accéder au crédit une fois qu'on sera plus salarié. C'est pour ça qu'il ne faut pas quitter son job trop tôt. Et c'est aussi pour ça que je parle souvent de la puissance de l'arbitrage. Alors l'arbitrage, et on va en parler dans ce podcast, ça consiste à vendre un bien immobilier au bout de 3, 5, 7, 10 ans pour encaisser ta plus-value, encaisser du cash, de la fraîche, hein, tu sais comme on dit, cash is king. Et c'est ça qui te permettra d'être séduisant auprès de la banque. Donc c'est d'autant plus difficile de lâcher son job au bout de 2 ans, et c'est d'autant plus un tour de force qu'il faut avoir fait d'excellentes affaires pour arbitrer. Max, il le dit, c'est l'arbitrage qui lui a permis d'exploser. Et il a arbitré au bout de seulement 2 ans. Donc il avait fait d'excellentes affaires. Mais pour tous ceux qui sont un peu moins rapides, ou comme moi, hein, qui mettent 12 ans, quand tu arbitres au bout de 12 ans, c'est tout ce qui change la donne en fait. Voilà. On a un message de Caroline. Caroline qui nous dit « Bravo, et ça me rassure sur le fait qu'on n'est pas obligé de gagner 3000 € mensuels pour sortir de la rat race. » J'ai un petit peu spoilé ton message, mais voilà, c'est ce qui aussi vous a touché dans l'histoire de Max, c'est que c'est pas un extraterrestre qui gagnait 10 000 € par mois et qui a économisé 70% de ses revenus. Et si tu es dans ce cas-là, tant mieux pour toi, c'est super. Hein. Mais voilà, ça nous rapproche de lui et ça rend les choses... on peut s'identifier à lui. On a un message d'Anthony qui nous dit « Salut Tony », Anthony, très joli prénom. Merci à vous pour ce podcast, je l'attendais autant que celui avec Yann. D'ailleurs, vu que la perche est tendue, j'y vais. À vous trois, vous avez... Oh là là, j'avais de la pommade, j'ai oublié de l'enlever. Vous avez transformé ma vie et celle de mon entourage. Écoute, ça fait vraiment plaisir. Et tu nous dis, pour aller plus loin, je suis convaincu que grâce à vous, vos abonnés vivent dans un monde meilleur. Je voulais enlever la pommade, et je l'ai lu quand même, elle concerne Yann et Max, donc tant mieux. Et je vais prendre ton compliment aussi, ça me touche énormément, ça me fait très plaisir, et... vous avez transformé ma vie et celle de mon entourage, c'est des mots qui sont très forts, ça me touche énormément, tu vois, ça m'emmène même les frissons quand je le lis. Et c'est tout ce que je voulais avec ce podcast. Je me disais, si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, comme moi, quand j'étais dans ma rat race, quand j'étais malheureux, comme les pierres, et que ça allait pas, j'aurais gagné. Tu vois, grâce à ton message, j'ai déjà gagné. Donc merci infiniment à toi, Anthony. Je poursuis avec ton message. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui de l'interview de Max avec moi, c'est la valeur du temps. L'optimisation de chaque journée est la clé pour réaliser nos objectifs. Le grand public souvent se focalise sur 2 piliers fondamentaux, qui sont la santé et l'argent, en oubliant que le temps ainsi que la manière dont nous l'utilisons est de loin ce que nous avons de plus précieux dans notre existence. La réussite sourit à celles et ceux qui cartonnent tous les jours sans y voir les fruits immédiatement. Le courage et la persévérance sont des atouts qui subliment notre travail grâce au temps. Merci beaucoup à vous tous ainsi qu'à la communauté. À très bientôt, Toto. Merci à toi pour ton message, ça fait vraiment plaisir. Et effectivement, hein, le temps, c'est notre actif le plus précieux. On ne peut pas le stocker, le temps. Qu'on décide de le vivre pleinement ou de le gâcher, lui, le temps, il s'en fout, il passe. On vieillit, on avance et on a un stock de temps limité. Tous les moments où on n'est pas en train d'agir, c'est du retard qu'on prend. Alors,
si on considère la vie comme ça, comme un challenge, si on a envie d'avancer, d'avoir une vie plus libre. Donc effectivement, le temps, c'est forcément que c'est notre actif le plus précieux, bien plus que l'argent. Si demain tu perds même 10 000, 50 000 euros, ça fait chier, mais tu peux les refaire. Si demain tu te réveilles et t'as 50 plus, le temps est perdu. Voilà. Si t'as passé 5 ans à rêvasser sur ton canapé, le temps est perdu. T'auras plus jamais 20 ans, t'auras plus jamais 25 ans, t'auras plus jamais 30 ans. Donc la magie, c'est que voilà, le temps, si tu le décides, il n'a pas de mémoire. Chaque jour, c'est une nouvelle occasion de tout péter, d'être fidèle à ce que tu veux faire. Chaque journée, tu peux décider de, entre guillemets, recommencer à zéro et repartir. C'est là où c'est magique. Mais voilà, il faut arriver à ouvrir les yeux, le voir, et se dire que le temps, c'est notre actif le plus précieux, et qu'il faut clairement pas le gâcher. Et merci à toi, Tony, de nous le rappeler. Ça fait vraiment plaisir. Et donc voilà, on en a fini avec le retour sur le podcast avec Max. Ça vous a beaucoup plu, ça m'a beaucoup plu. Et merci beaucoup à vous. Et je vous propose qu'on passe au sujet de la semaine. Alors le sujet de la semaine, je l'ai déjà dit en introduction de ce podcast, j'ai pris une semaine de vacances avec mes enfants et j'avais vraiment envie de couper au maximum pour être disponible pour eux. D'autant plus que j'ai vu une très bonne nouvelle dans la semaine, c'est que j'ai vendu mon tout premier investissement, un immeuble de 9 appartements. J'avais fait la vente à distance avec des procurations et j'ai vendu ça donc mercredi dernier et on a pu fêter ça dignement toute la semaine et je voulais pas passer trop de temps ni sur le téléphone ni sur l'ordinateur. Et j'ai demandé en fait à la communauté sur Instagram, d'où l'importance de me suivre sur Instagram, si ça vous dit, et je suis en train d'arracher les fils du micro, mais tout va bien, d'où l'importance de me suivre sur Instagram, si vous le voulez. J'ai demandé à la communauté de me poser des questions, et j'allais faire une FAQ, en fait, une réponse à vos questions. Alors si je dis pas de bêtises, ce sera la FAQ numéro 3. Et vous avez été super nombreux à me poser des questions et je vais y répondre avec le plus grand plaisir. Alors, j'ai voulu que ce soit assez spontané, donc j'ai pas trop préparé les réponses. Vous m'en voudrez pas, ce sera pas des réponses aussi complètes que si je potassais le sujet. Mais c'est aussi ça qui est intéressant dans ces FAQ, c'est qu'on garde quand même un minimum de spontanéité. Donc, on y va. On a une première question de Simon. Simon qui me dit « Salut Tony, pour une division foncière, quels sont les éléments à partir desquels une division se fait obligatoirement par un permis d'aménager ?» Et là, il nous dit exemple, création d'une route pour la division égale permis d'aménager, etc. Merci d'avance et bonnes vacances. Alors Simon, il nous attaque directement sur la division foncière, ça c'est mon credo, la division foncière. Et ça, je l'explique dans notre livre Riche de liberté. Il y a deux façons de diviser un terrain. On peut le faire soit par une déclaration préalable, donc là c'est tout simple, c'est des formalités administratives qui sont beaucoup plus simples, ou un permis d'aménager. Et là, un permis d'aménager, c'est des formalités administratives qui sont beaucoup plus lourdes et contraignantes. Alors, quels sont les critères qui permettent de savoir si ça peut être en déclaration préalable ou en permis d'aménager ? Le plus simple, c'est la création d'espaces communs. Si on peut diviser le terrain sans créer d'espaces communs, alors la plupart du temps, mais on va voir qu'il y a une subtilité, la plupart du temps, on sera en déclaration préalable. Pour vous imaginer, imaginez-vous un terrain, on va prendre un terrain de foot dans le sens de la longueur qui serait le long d'une route. Et bien là, si vous pouvez le couper perpendiculairement et faire tous les accès par la route principale, sans créer d'espace commun à l'intérieur de votre terrain, à ce moment-là, vous restez en déclaration préalable. Si vous devez diviser ce terrain en créant une route au milieu, donc là on va imaginer ce terrain de foot qui serait dans le petit côté contre la route, et là il faudrait créer une route au milieu du terrain de foot pour desservir des lots tout autour. Là on va créer une route, et du moment où on crée une route, là on passe obligatoirement par un permis d'aménager. Il y a une subtilité aussi, c'est que si vous avez un terrain où vous ne créez pas d'espace commun, mais qu'il est dans un périmètre protégé ou sauvegardé, en tout cas un périmètre où vous avez l'intervention de l'architecte des bâtiments de France, alors là, depuis quelques années, le permis d'aménager est obligatoire, même si vous ne créez pas d'espace commun. Et moi j'ai eu le cas sur un de mes lotissements, d'ailleurs pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu, j'avais fait une story où il y a une petite croix, une toute petite croix rikiki, et 500 mètres autour de cette croix, là ils ont tracé un cercle, tout le périmètre est protégé. Et j'avais trouvé une super opération en déclaration préalable, où donc on ne créait pas d'espace commun, on pouvait couper 6 lots tout au bord d'une route, et on l'a fait, c'est une opération qui a bien marché, mais j'ai dû faire un permis d'aménager pour cette opération, il n'y a pas eu le choix, alors que ça aurait pu être fait en déclaration préalable. Voilà, une première question assez technique, donc merci beaucoup à toi Simon pour ce message.
On a une question de Florent. Florent qui me dit, alors il le dit avec humour, hein, mais j'ai voulu répondre quand même. Il me demande si j'ai pas honte d'être une saloperie de riche et combien de personnes j'ai volé pour en arriver là où je suis. Je le sais, Florent, c'est bien sûr c'est une question pour délirer. Mais je trouve que c'était marrant de répondre à cette question. Alors est-ce que j'ai pas honte d'être une saloperie de riche? Il faudrait déjà définir ce que c'est un riche, hein, à partir de combien d'argent tu es riche. Alors oui, moi je m'estime forcément que je m'estime plutôt riche, bien entendu, puisque j'ai la liberté de faire ce que je veux, de faire mes investissements, je vis de mon patrimoine et de mes investissements. Donc oui, si on regarde comme ça, oui. Est-ce que j'ai honte? Eh ben, je vais te répondre que non, mais c'est pas si évident que ça, tu vois, parce que je viens d'un petit village où on a l'habitude de raser les murs et de pas faire de bruit et de jamais montrer et ainsi de suite, tu vois. Et c'est toujours ce que j'ai fait d'ailleurs dans mon quotidien pour les gens qui me connaissent. Mais bon, à un moment, quand tu commences à faire des podcasts et à en parler sur Internet, eh ben, ça se sait aussi un peu. Et donc voilà, parler d'argent comme ça aussi librement sur Internet, ça peut être compliqué. Et pour le coup, au départ, autant ça a été facile, c'est facile à assumer d'être un investisseur quand tu baignes dans un milieu d'investisseurs. Mais quand tu en parles dans un podcast librement d'argent, ça peut créer autour de toi des envies, on va dire, du décalage. Et donc pour le coup, dans le quotidien, au départ, ça n'a pas été vraiment facile à assumer. Quand on me disait «Ah, j'écoute ton podcast» de quelqu'un que je connaissais dans la vraie vie, c'était pas évident. Et aujourd'hui, je m'en fous complètement et j'en ai pas du tout honte. Au contraire, je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis heureux d'être arrivé là où j'en suis. Ça a été dû grâce à mon travail et grâce au fait d'être malin, de faire les bons choix et voilà. Donc j'en suis plutôt très très fier. Et j'ai envie de te dire, c'est toujours une question d'entourage en fait. Ça va dépendre de qui tu t'entoures. Et si tu t'entoures autour de toi de personnes bienveillantes, d'investisseurs, tu n'auras jamais honte d'être arrivé là où tu en es. Et au contraire, maintenant, c'est plutôt une fierté en fait. C'est une fierté parce que je vois qu'avec ce podcast, comme le message d'Anthony tout à l'heure, j'inspire des gens, je peux aider, alors modestement bien entendu, à mon niveau. C'est pour ça aussi que quand tu dis un riche, il y aura toujours plus riche que toi. Il y aura toujours plus pauvre, mais il y aura toujours plus riche. Et je sais que pour peut-être certaines personnes qui écoutent ce podcast ou des personnes autour de moi qui seraient plutôt malveillantes, il y en a qui peuvent me voir comme un riche, mais à côté de rien que mon voisin, je suis pauvre, et à côté de Jeff Bezos, je t'en parle même pas, je suis une crotte de bique. Donc on est toujours le riche d'un autre et on est toujours le pauvre d'un autre. Ce qu'il faut, c'est être fier de ce qu'on fait, être content de ce qu'on fait. On en a parlé, le temps il est précieux, il faut pas gâcher son temps en fait, c'est surtout ça. Et c'est ça qui est important. Mais c'est une question d'entourage. Il faut que tu sois bien dans ton milieu et libre d'être qui tu es. C'est ça qui est le plus important. Et en rigolant sur ta question où tu me dis combien de personnes tu as volé pour en arriver où tu es, c'est rigolo parce que je sais que tu le dis bien entendu Flo pour rire, hein, et j'y réponds sérieusement à ta question pour délirer. Mais il y a beaucoup de gens qui ont cette impression-là que dès que quelqu'un s'élève un peu ou sort de la masse ou même devient carrément riche, il a volé des gens pour en arriver où il est. Et aujourd'hui, quand j'en parle autour de moi, tout le monde veut plus d'argent. Tout le monde. N'importe qui ne refuserait pas une augmentation sur son salaire. Si t'es commercial, tu vas te battre pour tes primes. Si t'es ouvrier, tu vas te battre pour avoir tes primes aussi. Tu vas toujours essayer de gagner plus. Mais si dans ta tête, tu as la croyance que ceux qui gagnent beaucoup gagnent en volant les autres, alors tu veux quelque chose, tu veux de l'argent, mais si tu l'as, comme tu as la croyance que pour avoir beaucoup d'argent, il faut être un voleur. Tu veux pas devenir un voleur, toi. Tu veux juste beaucoup d'argent. Mais donc, dans ta tête, il se crée un décalage et c'est un mauvais mindset. Donc, bien sûr qu'il y a des gens qui sont devenus richissimes en volant les autres ou en vendant de la drogue. Hein. Il y a Pablo Escobar qu'on peut prendre, tu vois, en contre-exemple. Mais la plupart des gens qui se sont enrichis, ils l'ont fait en apportant de la valeur aux autres, pas en les volant. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est que dès que tu apportes de la valeur autour de toi, quand tu es par exemple bailleur et que tu fais des super logements pour tes locataires, tu apportes de la valeur. Donc c'est normal que tu t'enrichisses. Pour ça que parfois ça me révolte quand je vois qu'on veut plafonner les loyers avec un prix de location au mètre carré, comme si il n'y avait que les mètres carrés qui comptent. Mais c'est faux. Entre deux logements, moi je vois les logements que je propose et les logements que d'autres proposent, il y a un monde entre. Et tu apportes un service quand tu loues un bel endroit.
Donc c'est pour ça aussi que tu t'enrichis. Ben, dès que tu apportes de la valeur, tu t'enrichis. Et voilà, donc la question, ça serait plutôt à combien de personnes as-tu impacté pour en arriver là? Et en fait, bah, cette question, elle est légitime, tu vois, si on la met comme ça, parce que bah, j'ai été chef d'entreprise pendant 12 ans, où j'ai eu 35 salariés. Donc tu vois, hein, ça impacte 35 familles. Aujourd'hui, bah, quand tu fais des lotissements, à chaque fois, tu impactes beaucoup de familles, parce que tu fais beaucoup de lots. Quand tu as un parc locatif, tu impactes des gens. Donc la vraie question, c'est ça en fait. Combien de gens tu as impacté pour en arriver là? Voilà, donc merci Flo, j'espère que tu l'auras pas pris mal, que je réponde à cette question sérieusement, mais je sais que non. On a une question d'Olivier. Olivier qui me dit: Salut Tony, est-ce que tu penses refaire un séminaire, un de ces quatre? Et il me dit: Tiens, j'en ai une autre, tu pourras me choisir comme ça, si je me balade dans ta région un jour par hasard, accepterais-tu de me payer l'apéro? Alors, vous êtes tellement nombreux à me demander de vous payer l'apéro que je pense que si je dis oui à tout le monde, je m'en sors plus, mais j'apprécie à chaque fois. Et c'est pour ça qu'il faut que j'organise un autre apéro IMO pour qu'on puisse tous se retrouver. Et ça, bah, c'est prévu. J'espère qu'on pourra faire quelque chose. J'aimerais bien au mois de juillet, si mon acolyte Yann est d'accord. Donc ben, en région Rhône-Alpes, alors soit à Lyon, soit à Saint-Étienne, soit à Clermont-Ferrand, dans ces eaux-là, organiser un apéro IMO, une belle soirée tous ensemble pour pouvoir se voir. Ça, j'en ai vraiment, vraiment envie. Et en ce qui concerne les séminaires, eh ben écoute, on a le week-end wakeboard et immobilier qui arrive le 5 et 6 juin. On a la semaine parapente, donc ça c'est tout complet. Et on a le voyage au Népal en moto à cheval entre septembre et octobre. Donc ça fait déjà 3 événements pour cette année. Et je t'avoue que ça fait vraiment beaucoup. Et avec le Covid, c'est déjà tellement fatigant d'organiser ces événements-là sans savoir s'ils vont pouvoir se faire. Voilà, on encaisse de l'argent et je ne sais pas si on va pouvoir organiser ou pas l'événement. Donc c'est toujours quand même assez compliqué. Donc je crois que pour 2021, on va s'arrêter là. Mais par contre, pour 2022, pourquoi pas? Alors on a déjà une idée avec Yann. Alors on va rendre à César ce qui lui appartient. Une idée de Yann et Bourama, un de nos fidèles auditeurs, d'ailleurs Bourama, je te salue, qui est combattant pro de MMA, organiser un week-end MMA et immobilier. Ça peut être vraiment, vraiment sympa. Et après, pourquoi pas refaire bah, la V2 de la mastermind, la masterclass pardon, du Club des Indépendants. Si jamais ça vous tente, c'était le tout premier séminaire qu'on avait organisé au mois de mars 2019. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, le replay est toujours disponible si vous cliquez dans le lien de la bio de mon Instagram ou alors dans la description de ce podcast. C'était un superbe séminaire qu'on avait organisé donc, au mois de mars 2019 où vous étiez 40. C'était le tout premier à nous avoir fait confiance. On était ravis. C'était un très très bel événement. Et je t'avoue qu'en lisant ton message, bah, ça me tenterait bien de refaire ça. On a une question de Clément. Clément qui me dit: Salut Anthony, j'espère que tu passes de bonnes vacances en famille. Voilà ma question. Est-ce que tu as le projet de faire de ta formation la boîte à outils de l'aménageur foncier pour qu'elle soit finançable par le CPF? Merci à toi et bonne journée. Clément, ton fidèle auditeur d'une vie de liberté. Clément, fidèle. Merci à toi Clément. Alors écoute, je ne me suis pas du tout posé cette question pour le CPF. Je sais que c'est la mode en ce moment de mettre ces formations éligibles au CPF. Je ne me suis pas du tout renseigné. Et figure-toi d'ailleurs que c'est ma tante qui m'en a parlé l'autre jour, ma tante qui est directrice du personnel et comptable dans sa boîte, qui me dit: pourquoi tu ne mets pas ta formation éligible au CPF, ça pourrait être super intéressant. Je ne me suis pas du tout renseigné sur les démarches, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du CPF, et c'est vrai que ça pourrait être très intéressant. Donc pourquoi pas, si c'est pas trop compliqué, si ça me prend pas trop de temps, mais ça peut être vraiment très intéressant. Merci à toi Clément. On a une question de Miniwife qui me dit: Bonjour Tony, quand on n'est pas du BTP et que le rêve c'est de devenir libre et marchand de biens, par où commencer? Livre, CPF, investir et coller au basque de son maître d'œuvre pour apprendre? Merci à toi. Alors, bah, c'est une très très bonne question. Alors bon, je ne veux pas encore en rajouter, mais il y a mon livre Riche de liberté que tu peux lire déjà. Alors je sais que tu l'as commandé puisque je te l'ai envoyé. Il y a aussi la formation qui permet d'aller beaucoup plus loin. Donc ça, voilà, je ne veux pas en rajouter sur la pub et la promo, c'est vraiment pas le but. Ce que je peux te dire, c'est que sur le bâtiment, travaux publics, il n'y a pas beaucoup de livres. Donc là-dessus, c'est assez compliqué. Alors comme on disait, il faut faire pour moi. Voilà. Alors au début, il faut te former sur la théorie, sur tout ce que tu peux, que ce soit sur le marchand de biens ou les travaux publics. Tu peux déjà lire tous les ouvrages que tu peux trouver. Mais après, moi, ce que je te conseille, c'est de faire. Commencer petit, mais faire.
trouver un premier terrain à diviser en deux et tu vas apprendre sur le tas. Et au moment où l'entreprise elle fera ses travaux, eh ben, tu prévois dans ton agenda de prendre 2 jours. Si tu es encore salarié, tu poses 2 jours de congé ou 2 jours de RTT et tu passes du temps avec l'entreprise sur place. Et tu les harcèles, tu poses plein de questions. Moi, à l'époque où j'étais entrepreneur de travaux publics, j'avais un de mes clients qui comprenait rien au TP et je voyais que ça l'embêtait vraiment et d'être un peu ignare sur certaines choses. Et il avait l'impression de se faire arnaquer parfois, en fait. Et un jour, je lui ai dit, écoute, tu vas passer une journée avec moi, on va faire le tour de mes chantiers tous les deux. Moi, j'y gagnais parce que j'allais créer des liens beaucoup plus intimes avec lui. Et je lui dis, on va passer sur mes chantiers, je vais t'expliquer toutes les phases de travaux. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. On a fait peut-être le tour de 5-6 lotissements. Alors, il y en avait un à lui et les autres, c'était des lotissements de ses concurrents. Mais lui, il s'en foutait. On est passé et je lui ai expliqué tout ce qu'étaient les engins, toutes les étapes de travaux, tous les tuyaux, tout ça. Et ça lui a même donné le goût. Et aujourd'hui, alors ce client-là, maintenant, je le vois plus. Mais je sais qu'à l'époque, ça l'avait vraiment, vraiment beaucoup aidé à comprendre mieux les travaux. Et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment efficace. Mais voilà, commencer petit et faire. Et gratter l'information de partout, parce que du moment où tu vas commencer, tu vas avoir accès à un géomètre que tu vas payer, à un maître d'œuvre que tu vas payer, à des entreprises que tu vas payer. Et ces gens-là, du moment que tu les payes, eh ben, tu peux gratter tout ce que tu peux. Donc, passe du temps avec eux et voilà, avance là-dessus. Et là, je pense que ça peut vraiment, vraiment t'aider. Mais en tout cas, si ton rêve c'est de devenir libre et de devenir marchand de biens, donc marchand de biens ça regroupe plein de choses. Moi j'ai choisi la division foncière, les divisions de terrain, c'est une niche du marchand de biens, mais j'en fais aussi du marchand de biens classique, ou acheter des appartements, les revendre, des choses comme ça. Et tu peux acheter des immeubles que tu divises, tu peux acheter des immeubles que tu réunis, tu peux faire vraiment plein de choses, tu peux acheter une grange que tu rénoves en appartement, mais c'est des choses qui s'apprennent pas à l'école. Je te conseille pas d'aller travailler dans une boîte de BTP parce que tu pourras apprendre aussi, mais c'est vraiment pas le but et t'as pas besoin de tout savoir, d'être plus technicien que le technicien. Mais la meilleure façon c'est de faire. Faut commencer petit pour pas se planter, mais la meilleure façon c'est de faire. On a une question de Bienvenue à Clermont qui me dit, alors oui, son pseudo, Bienvenue à Clermont. Oui, pourquoi pas. Qui me dit « Pourquoi as-tu vendu ton immeuble ?» Alors oui, j'en ai parlé au début de ce podcast. La semaine dernière, j'ai vendu mon tout premier immeuble, mon tout premier bien que j'avais acheté fin 2009. Voilà, donc c'était mon tout premier investissement. Ça faisait, j'attaquais la 12e année avec cet investissement. Un immeuble de 9 appartements. Et pourquoi je l'ai vendu ? J'en parlais tout à l'heure de la puissance de l'arbitrage. La croyance populaire qu'on peut avoir au départ, c'est de se dire que on va acheter un bien immobilier, on va prendre un crédit sur 20 ans, et au bout de 20 ans, quand on aura fini de le payer, on va toucher les loyers en plein et on va vivre de l'immobilier avec ces loyers. Et en fait, dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que si tu achètes un bien immobilier qui soit neuf ou avec travaux, ou même dans son jus, au bout de 20 ans, quand tu auras fini ton crédit, tu peux te dire que y aura beaucoup de rénovations à faire à l'intérieur. Les cuisines, elles seront démodées, les salles de bain, elles seront démodées, peut-être que l'électricité, les normes auront évolué. 20 ans, c'est vraiment énorme. Et donc, en vrai, et en plus de ça, ta fiscalité va augmenter tout au long de la détention de ton immeuble, parce que tu as moins d'intérêts de crédit à déduire, tu as moins de travaux à déduire, tu as moins d'amortissements à déduire. Donc, au fur et à mesure, tes impôts vont augmenter. Donc la bonne durée pour garder un bien, et c'est à peu près la moyenne d'un crédit immobilier en France, je crois que c'est 7 ans, entre 5 et 10 ans, c'est de revendre ton bien immobilier. Alors pourquoi le revendre ? Justement parce que tu auras fini de déduire tes travaux si tu fais du revenu foncier, ou en tout cas tu vas avoir de moins en moins d'intérêt de crédit à déduire. Et si tu as fait une bonne affaire, au départ, si tu as acheté moins cher que le marché, ou que tu as fait des travaux, que tu as augmenté la valeur de ton bien, c'est la bonne façon de récupérer du cash. C'est là ce qu'on appelle l'arbitrage, tu vends ton immeuble, tu récupères du cash et tu le réutilises ou pour investir dans la bourse par exemple, dans les ETF, ou pour investir sur plus gros, faire du levier, et ainsi de suite, et passer sur plus gros. Donc je l'ai vendu dans le cadre d'un arbitrage, et voilà. Alors après, si je te racontais que ça, je te dirais pas non plus toute la vérité. C'est que sur ce bien-là, j'étais en SCI, on était associés à 3, et j'avais un associé qui foutait rien, donc c'était aussi assez compliqué, surtout les dernières années. Donc ça me faisait plaisir de sortir de cette association. Et pareil, le ménage à 3 est jamais bien bon. Donc j'en ai parlé dans le podcast sur l'association.
Et je pense vraiment que c'est le cas pour l'avoir vécu. Il vaut mieux être associé à 2 ou à 4, mais pas à 3. C'est toujours compliqué. Voilà, donc ça me permettait aussi, en vendant cet immeuble, de terminer cette association-là et de repartir sur des bases, d'autres bases. C'est un bien que je gérais moi-même, qui était à 45 minutes de chez moi. Donc tu imagines les allées, entrées et sorties sur 9 appartements quand tu le gères toi. C'est assez long et c'est un appart que je pouvais pas, un immeuble que je pouvais pas non plus mettre en gestion parce que on pourra aussi en parler dans la fin de ce podcast. Je crois que j'ai une question aussi là-dessus. Mais c'était un immeuble qui n'est pas dans une ville exceptionnelle. Et c'est une ville qui, je trouve, moi, en 12 ans, c'est pas amélioré, c'est dégradé. Et je pense que c'était aussi le bon moment pour sortir, voilà, pour vendre ce bien. C'est pas un bien sur lequel je vois ça sera ni plus ni moins. Ça va continuer comme ça. C'est une ville qui s'améliore pas. Et aujourd'hui, je préfère investir dans des beaux endroits, proposer des beaux appartements. Et sur le papier, c'est peut-être un petit peu moins rentable. On n'est pas sur du 12-13%, comme pouvait l'être cet immeuble qui était à 12% de rentabilité. On va peut-être être plutôt sur du 8%, mais par contre, la plus-value latente et le marché est beaucoup plus porteur. Et donc, voilà, on gagne peut-être moins en cash flow tout de suite. Là, il n'y a pas de cash flow, mais par contre, 5 ans après, c'est le jackpot. Donc, c'est beaucoup plus intéressant, en tout cas selon moi. On a une question de David. David qui me dit, c'est qui tes mentors ou exemples? Alors c'est une question où j'avais réfléchi un petit peu avant, quand j'ai préparé le podcast. Il y a un mentor en tout cas qui est évident en ce qui concerne le podcast, c'est Rudy Koya. Rudy, c'est un pote que je connais depuis maintenant, que je dise pas de bêtises, mais presque 15 ans, en tout cas 13-14 ans. Rudy, il est entrepreneur du web depuis 15 ans et il est dans le domaine de la musculation. Et je l'ai rencontré à l'époque où je faisais pas mal de muscu et où j'ai eu une toute petite gloire à l'époque sur Internet dans le domaine de la musculation. Et Rudy m'avait coaché sur la partie alimentation, c'était bien entendu. Et ensuite, quand j'ai quitté la Rat Race en 2018, j'ai eu envie de me mettre sur Internet. Et c'était le seul entrepreneur du web que je connaissais. Et j'avais vraiment une confiance naturelle en lui. Et donc, je suis allé le voir à Annecy, Rudy, et je lui ai demandé comment m'y prendre, comment faire pour pouvoir faire un podcast, pour pouvoir essayer de proposer des produits sur Internet. C'est lui qui m'a donné l'idée du livre, de Riche de Liberté. C'est Rudy. C'est Rudy qui m'a appris comment faire des podcasts. Et d'ailleurs, pour ceux qui écoutent son podcast Leadercast, vous verrez des similarités dans la construction de ce podcast. Et c'est pas anodin, c'est parce que c'est Rudy qui m'a formé. Donc, sur l'infopreneuriat, ça restera Rudy qui a eu vraiment une vision, puisqu'on s'est vu à l'été 2019 avec Rudy, et il m'a fait tout un plan, et un plan que j'ai appliqué jusqu'à encore il y a très très peu de temps. Donc Rudy, il est très très bon dans son domaine, je vous invite à le suivre, vous tapez Rudy Koya sur internet, si vous aimez la muscu, il a aussi une chaîne YouTube, et il est loin, Rudy, mais c'est quelqu'un d'exceptionnel, et il m'a beaucoup aidé. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'auditeurs de ce podcast qui viennent de son podcast Leadercast, et je repousse le podcast avec Rudy, parce que bien entendu, il y aura un épisode avec Rudy, et au bout de presque 1 an et demi de podcast, il est encore pas arrivé, parce que j'ai envie qu'on fasse ça ensemble, j'ai pas envie qu'on fasse ça par internet, et avec le Covid et tout, on n'a pas réussi à caler nos agendas. Et sinon, dans mes autres mentors, j'ai beaucoup aimé Jean Laval. Alors, je le suis un petit peu moins ces derniers temps, mais sur la méditation, sur le lâcher-prise, sur beaucoup de choses, Jean Laval, c'est quelqu'un qui a un mindset incroyable, exceptionnel, et il m'a beaucoup aidé, notamment dans ses vidéos YouTube. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Il y a Antoine BM, que j'aime bien, qui m'a interviewé l'an dernier sur sa chaîne YouTube, où c'était un moment pour moi incroyable. Ça reste encore un des aboutissements de ce que j'ai fait sur Internet, parce que Antoine, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré, notamment à l'époque où il faisait ses podcasts, il faisait 3 podcasts par semaine. C'était vraiment inspirant, notamment sur le thème de la liberté. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui parlent de la liberté comme Antoine, et j'essaye d'en parler un peu comme lui. Et enfin, comment dirais-je? J'essaye d'en parler à ma façon, bien entendu, mais j'aimerais bien être aussi inspirant que lui là-dessus. Je sais pas si je le suis, mais en tout cas, Antoine, c'est quelqu'un d'incroyable, et je suis content de l'avoir rencontré. Et voilà, et donc, ça fait partie de mes mentors sur ce domaine-là.
Et dans les mentors français, bon, il est décrié, mais j'aime bien Cédric Anissette, parce que c'est quelqu'un qui, pareil, qui a une vie libre, qui s'en fout en fait. Il m'inspire, alors je suis pas d'accord avec tout, mais je le trouve très très inspirant. Il est dans sa tête, il a vraiment fait péter des verrous, notamment au niveau de l'argent. Il s'en fiche en fait. Il est capable de faire une vidéo avec une tache sur son t-shirt parce qu'il n'en a rien à fiche. Et la façon dont il vit aussi, dont on le voit vivre, il est beaucoup moins dans le show-off qu'on pourrait le penser, et beaucoup moins que certains qui disent qu'ils sont pas du tout dans le show-off. Il est très famille, il réussit aussi, il met beaucoup sa famille en avant, et je trouve que c'est vachement inspirant. Et donc c'est quelqu'un qui, plus pour la partie inspiration, mais qui m'inspire. Et après, bon, j'ai plein de mentors qui sont pas connus, qui sont dans le domaine du marchand de biens, des gens qui sont autour de moi, notamment un de mes anciens clients qui a 75 ans, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et quand j'ai une merde, ou quand ça va pas, ou quand ça marche pas comme je veux, bah c'est lui que j'appelle et je lui demande comment il voit les choses. Et lui, ben voilà, il a 55 ans de division foncière dans les pattes et il est toujours là pour me donner des bons conseils. Et donc voilà, je lui fais une petite dédicace aussi parce que c'est quelqu'un qui est très important et c'est dans un vrai domaine voilà, concret de la division foncière. On a une question de Romain. Romain qui me dit: devenir marchand de biens pour lever du cash, puis scaler en locatif et non l'inverse, bonne idée. Alors Romain, il me demande si le chemin habituel qu'on fait, hein, c'est de commencer avec du locatif, et une fois qu'on a fait du locatif pendant 4-5 ans, on arbitre, là on a du cash, et avec le cash, on peut devenir marchand de biens. Donc pour moi, c'est la bonne façon de démarrer comme ça, puisque si tu vas voir ta banque tout de suite là, pour emprunter, pour faire du marchand de biens, à mon avis, tu vas te faire recevoir, surtout en ce moment. Il faut apporter de l'argent, il faut montrer que tu as de l'argent à la banque pour qu'elle te prête en marchand de biens. Sur les opérations de division foncière, ils nous demandent entre 10 et 20%, on va dire, environ. Sur du marchand de biens classique, moi, sur un appartement, par exemple, on s'est carrément fait refuser le crédit. Donc là, il a fallu le financer en entier tout de suite, et le revendre, et on l'a revendu, on l'a acheté le matin, revendu l'après-midi, mais il y avait 78 000 euros à financer, si je dis pas de bêtises, et là, c'était compliqué de faire un crédit pour ça. Un crédit amortissable classique, on ne pouvait pas, puisqu'on était en société et qu'on n'allait pas le garder, et un crédit marchand de biens, la banque nous a dit, je ne vais pas vous prêter pour ça, ça fera trop de frais, débrouillez-vous quoi. Donc là, tu vois, il faut du cash pour le faire. Donc, si tu as du cash devant toi, si tu as de l'argent, si parce que tu as très bien gagné ta vie, tu as mis de côté, pourquoi pas faire marchand de biens directement? Si dans ta tête, tu n'as pas besoin d'avoir un peu le doudou que j'appelle, d'avoir tes loyers. Moi, je sais que j'arriverai pas à avancer sans ça. Maintenant que j'ai goûté au loyer, je dis pas que c'est le doudou, mais c'est bien d'avoir ses loyers tous les mois parce que tu sais que quoi qu'il arrive, si tu fais une opération où t'en fais pas en marchand de biens, ou si tes autres business ils marchent ou ils marchent pas, si la bourse se casse la figure, quoi qu'il arrive, tu as tes loyers. Eux, ils tombent tous les mois. Donc ça donne une tranquillité d'esprit. Et pour moi, cette tranquillité d'esprit, elle est hyper importante parce qu'elle m'aide à faire les bons choix dans les divisions foncières. Je sais que quoi qu'il arrive, mon frigo se remplit tout seul. Donc, je vais faire que les bonnes opérations. Je vais pas aller, entre guillemets, me prostituer, tu vois, ou alors faire des opérations à 10%, 12% de marge. Je préfère prendre celle à 20, 25, 30% et prendre mon temps parce que je sais que le frigo se remplit tout seul. Voilà, entre guillemets. Et donc, je trouve que c'est la bonne façon pour moi d'attaquer par l'immobilier locatif. On va te prêter à 110%. C'est la meilleure façon de démarrer quand tu n'as pas d'argent. Tu te crées un patrimoine, tu arbitres, tu as de l'argent et tu peux scaler sur du marchand de biens. Et souvent, l'objectif à terme, d'ailleurs, c'est d'avoir moins de locataires. Moi, je le vois, hein. J'avais jusqu'à 26 lots, maintenant je viens d'en vendre 9, donc, ou 25, je sais plus. Donc là, je redescends à 16 lots, en tout cas en ce moment, et je vais en rajouter 4 entre cette année et début d'année prochaine, donc je vais arriver à 20 lots. Et pour moi, 20 lots, c'est le bon nombre. Ils sont tous en gestion. Je m'en occupe plus moi-même, j'ai un gestionnaire qui s'en occupe, mais je trouve que c'est un nombre qui est acceptable pour les problèmes que tu peux avoir. J'admire les entrepreneurs que je connais, comme Aurélien par exemple, qui a le groupe Bâtir son empire immobilier, qui a plus de 70 lots, et qui en gère, si c'est pas tout, une énorme partie tout seul. J'admire parce que moi, je pourrais pas, quoi. Je trouve que l'immobilier, oui, c'est passif, mais c'est pas ultra passif, c'est pas aussi passif que d'investir en bourse.
Donc voilà, avoir beaucoup de locataires, je trouve qu'à terme, ben, si on cherche la liberté, c'est pas le plus judicieux. Alors après, tout dépendra des objectifs aussi qu'on veut atteindre, forcément. Mais peut-être avoir 20 lots, c'est bien, et à côté, bah, faire du marchand de biens pour faire rentrer du cash. Donc, en tout cas, pour répondre à ta question, devenir marchand de biens pour lever du cash puis scaler en locatif, pourquoi pas? À mon avis, si tu as déjà du cash, que tu arrives à devenir marchand de biens et que tu génères pas mal de cash, bah après, tu pourras te rajouter des lots en locatif. Tu peux le faire dans ce chemin-là, ça implique d'avoir du cash au départ. Voilà, pour moi. Et c'est pas la voie que j'ai empruntée en tout cas. On a une question de Paul Mick. Paul Mick qui nous dit: combien de temps en moyenne as-tu entre deux nouvelles opérations? Entre parenthèses, délai moyen pour trouver des opérations. Combien de temps as-tu mis pour trouver ta première opération de division foncière? Alors je vais te répondre clairement. J'ai arrêté mon ancien job le 21 décembre 2018, où ça y est, j'étais indépendant financièrement. Et j'avais travaillé tellement d'arrache-pied jusqu'au bout que devant moi, en fait, j'ai pas eu du tout de temps pour chercher des nouvelles opérations, en fait. Enfin, une première opération. Donc j'ai vraiment commencé de chercher le 6 janvier, tu vois. Après, j'ai pris un peu de temps pour me reposer. J'ai vraiment commencé de chercher le 6 janvier. Et la première opération, on l'a signée chez le notaire mi-avril. Donc tu vois, on l'a trouvé vraiment en quelques mois. Je crois qu'on l'a trouvé mi-mars. Donc il m'a fallu un peu plus de 2 mois pour trouver la première opération. Et entre deux opérations, maintenant, j'ai à peu près entre 4 à 6 mois, je te dirais. Voilà. Et le foncier, il faut avoir du temps devant soi, en fait, parce que c'est quelque chose qui est long. Voilà, c'est long par essence. Tous les délais sont longs. C'est souvent long pour vendre les terrains. Une opération, si tu l'amènes très bien, si tu l'amènes de front et que tu arrives à la faire sans trop d'accro, c'est 1 an et demi, c'est 18 mois. Voilà. Ça peut être, on va dire, entre 12 et 24 mois, et le plus souvent 18 mois. Donc voilà, mais sinon, il faut se bouger, il faut avancer, et tu trouveras ton opération. Nous, on est vraiment parti de rien, dans une région où j'habitais, mais où je travaillais pas. Je travaillais dans un autre département, donc j'avais tout mon réseau dans un autre département. Et là, en termes de réseau, on a redémarré de zéro. Et voilà, on a trouvé, les deux, on les a trouvés assez rapprochés, hein. L'opération d'après, on a dû la trouver au mois d'avril, je crois. Donc ça a été assez rapide. Et la dernière opération, on l'a trouvée en fin d'année. Mais si tu cherches, tu trouves. C'est comme tout. Du moment où tu cherches vraiment activement, tu en trouves des opérations. Et tu auras au bout d'un moment même le problème de te dire comment je fais pour les sortir, quoi. T'en trouves trop par rapport à ce que tu peux faire. On a une question de Seb. Seb qui me dit: les astuces pour trouver une bonne affaire hors d'une grande agglomération. Je vais pas te répéter la messe, Seb, mais c'est ton réseau qui va compter. On peut corréler ça à la question de Paul Mick, par exemple, voilà, où c'est le réseau qui nous a aidés. On a passé beaucoup de temps sur le Bon Coin, au départ, à chercher ces opérations, à chercher, foncer en visite, tu vois, aller visiter, même des trucs qui n'étaient pas rentables, même des trucs où on pensait que ça irait pas au bout, mais tout ça pour pouvoir rencontrer les agents IMO, pour pouvoir les voir, pour pouvoir leur serrer la main. À l'époque, on avait encore le droit de se serrer la main. Et voilà, et à force de les voir, quand tu vois le même agent IMO 3 fois dans la semaine et qu'il a des biens qui ne te donnent pas satisfaction mais que tu visites, au bout d'un moment, il voit que tu es motivé, il va commencer à comprendre qu'en fait tu as de l'argent et que tu es prêt à investir. Lui, ce qu'il veut, c'est toucher une com. Donc, s'il voit ta tronche pendant 1 mois, 2 fois par semaine, au bout d'un moment, quand il va voir du off-market qui va arriver, c'est toi qui vas appeler, parce que c'est toi qui l'auras en tête. Donc, tu vois, tu peux aller voir les agences IMO quand tu as sympathisé un peu, tu peux emmener, si tu le vois pour la 3e fois, amener un croissant à la visite, ou amener un thermos de café. C'est des petites choses, mais pour moi, c'est vraiment ça l'astuce. Si tu veux trouver une bonne affaire hors d'une grande agglomération, et que tu démarres de zéro, que tu n'as pas un réseau de notaires qui va t'apporter des affaires, tu n'as pas un réseau d'agents IMO qui va t'apporter des affaires, un géomètre qui va t'apporter des affaires, ou un maître d'œuvre, puisque ça c'est les 4 personnes qui peuvent t'apporter des affaires, il faut que tu sortes de chez toi, que tu visites, que tu rencontres du monde. Donc ça va faire beaucoup de coups d'épée dans l'eau, je vais pas te mentir, mais au bout d'un moment, ça paye, et c'est comme ça que tu te crées un réseau, donc ça sera avec le réseau. Jérémy qui me demande: quelle a été ma plus grosse erreur dans l'investissement immobilier? Ça va être vraiment bateau ce que je vais te répondre, mais c'est d'investir sans être formé. C'est là où j'ai acheté mon premier immeuble de 9 logements,
où j'ai fait énormément d'erreurs sur ce bien. J'ai pas visité tous les appartements, j'en ai visité que 2 à l'époque, et j'ai fait confiance au vendeur qui m'a dit qu'ils étaient tous dans le même état. Il m'a fait visiter bien sûr les 2 qui venaient de rénover. Il y en avait 5 autres qui étaient dans leur jus correct, mais correct moins, quoi. Et il y en avait 2 qui étaient ravagés, où dedans c'était limite quelqu'un qui se laissait vivre, quoi, au milieu de ces détritus un peu. Et donc, ben voilà, j'y suis allé sans être formé, sans avoir tout visité. J'ai pas visité les caves, heureusement elles étaient saines. J'ai pas visité la toiture, heureusement elle était saine. Mais voilà, tu vois, j'ai dû me taper 2 appartements à refaire en entier quand les locataires sont partis. Et même quand j'ai pu me rendre compte que j'étais devenu propriétaire d'un immeuble où il y avait 2 appartements insalubres, avec des locataires dont le loyer était payé par la CAF, mais où moi j'avais honte de ce logement. Je peux te dire que voilà, il y a un locataire qui est resté 1 an avant de partir, et pendant 1 an j'étais mal. Parce que je me dis, mais si une assistante sociale rentre là-dedans, je vais me faire défoncer, quoi. Et quand il est parti, bah, j'en ai profité pour refaire entièrement tout l'appartement, et après ça a été. Mais ma plus grosse erreur, ça a été ça, de ne pas visiter tous les appartements sur mon premier bien. Je pense que c'est la plus grosse. Mais tu vois, on pense toujours que c'est une erreur, et c'est ça qui serait rigolo à définir, c'est est-ce que c'est vraiment une erreur au final, tu vois? C'est toujours ce qu'on peut se dire, puisque ben, si j'avais peut-être pas fait cette erreur, si j'avais tout visité, j'aurais peut-être pas acheté ce bien-là. Et du coup, je me serais peut-être désintéressé de l'investissement immobilier. J'aurais peut-être fait carrément autre chose. J'aurais pris peur si je l'avais visité. C'est sûr que j'aurais pas acheté l'immeuble. Et au final, j'aurais peut-être pas mis un pied dans l'immobilier. Et j'aurais peut-être pas été indépendant financièrement 11 ans après. Donc, est-ce que c'était vraiment une erreur, tu vois? Ça, on peut pas le savoir. C'est des enchaînements de conséquences, c'est l'effet papillon. Donc, au final, je regrette rien. Je suis content de l'avoir fait. J'ai énormément appris. Et aujourd'hui, je touche du bois. Mais, mis à part sur ce premier immeuble où je pense que j'ai fait toutes les erreurs possibles, par la suite, j'ai pas fait beaucoup d'erreurs dans mes investissements. J'ai plutôt fait que des bons coups. Donc tu vois, je touche du bois en même temps où je te parle, et je remercie ces erreurs-là, parce que c'est celles-là qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. J'ai une question de Jordan. Jordan qui me dit, est-ce que les financements à 110% sont toujours possibles selon toi? Alors, je l'ai fait l'an dernier, moi, pour du locatif. J'ai réussi à emprunter à 110% l'année dernière, un appartement qu'on a mis en Airbnb, où on n'a mis aucun apport. Et par contre, tu vois, j'ai acheté ma RP l'année dernière, et là, non, il a fallu que j'apporte les frais de notaire. J'ai pas pu la financer à 100%, j'ai aucune banque qui me l'a accepté. Donc je te dirais que, bah oui et non, tu vois, oui j'ai pu le faire, et non j'ai pas pu le faire. Il faudra de plus en plus que tu apportes des contreparties à ta banque, si tu veux emprunter à 110%. Donc ça peut être de mettre ton épargne dans la banque, de prendre les assurances du bien là-bas, de mettre ton salaire là-bas. Après, ça sera beaucoup plus facile d'emprunter à 110% si tu as du cash de côté ou si tu as un très bon salaire. Si tu as du cash de côté, tu peux le nantir aussi. C'est-à-dire que tu ouvres une assurance vie dans la banque où tu vas emprunter et tu nantis une somme, c'est-à-dire que tu la mets en garantie, mais elle est toujours à toi, elle continue de te rapporter des intérêts, cette somme-là, mais si jamais tu fais un défaut de paiement, la banque pourra se servir sur cette somme. Donc voilà, ça peut être aussi une solution qui est très très intéressante. On a encore quelques questions. On a une question de Tom. Tom qui me dit, nouveau ici, tu parles souvent de Starter Cash et Club des Rentiers. De quoi s'agit-il? Alors Starter Cash, c'est la formation en LCD, en location courte durée de mon ami et camarade Yann, avec qui j'anime le podcast des Gentlemen Investisseurs. Donc c'est sa formation, tu peux la retrouver sur le podcast des Gentlemen Investisseurs. Et le Club des Rentiers, c'est le groupe Facebook numéro 1 qui est animé par mon super pote Alex. Si tu vas sur Facebook, tu tapes Club des Rentiers en immobilier, tu verras, c'est ouvert absolument à tout le monde. Le groupe doit avoir, aujourd'hui je sais pas, mais plus de 30 000 personnes. C'est assez fou. Et c'est un chouette groupe immobilier où j'ai rencontré des amis incroyables. Je parle souvent de l'importance de l'entourage et j'ai rencontré beaucoup de gens de mon entourage actuel grâce au Club des Rentiers, des amis proches. D'ailleurs, au moment où vous écoutez ce podcast, je dois être en direction de l'avion pour Malaga, où je pars 4 jours avec Mika, que j'ai rencontré par l'intermédiaire du Club des Rentiers. Et voilà, et je trouve que c'est fantastique, ce groupe Facebook. On a une question de Nemzor qui me dit « Comment gérer la recherche intensive de biens immo avec des enfants en bas âge ?» Eh ben, c'est pas facile. C'est pas facile. Ce que je te conseille, c'est d'en parler en couple, déjà, pour commencer. Parle-en avec... alors, Nemzor, je sais pas si tu es une fille ou un homme, mais parle-en avec ta compagne ou ton compagnon.
Voilà, puisque bah, c'est ça le plus important. S'il y en a un qui veut investir dans l'immobilier et l'autre qui s'en fout, et qui a des enfants au milieu, ce sera très très compliqué. Donc là, il faut en parler avec son cœur, avec son honnêteté, expliquer pourquoi c'est important pour soi d'investir en immobilier, que ce soit pour dégager du temps pour soi, dégager du temps pour sa famille, sécuriser l'avenir, et vraiment en parler et être raccord. Et après, il n'y aura pas 50 solutions, il faudra que tu puisses te dégager du temps. Et ça, bah, tu peux mettre des alertes sur les groupes IMO, sur les groupes, tu peux mettre des alertes, pardon, sur les sites d'annonces. Et il faut que tu arrives à te dégager, bah, au lieu de regarder la télé, le soir déjà tu prends ta télé, tu la jettes par la fenêtre, tu fais comme moi, tu la supprimes, tu la brûles, tu fais ce que tu veux, mais tu dégages ta télé de chez toi, parce que ça c'est un bouffe-temps pas possible, donc pas besoin de télévision à la maison. Tu limites un peu ton téléphone, tu limites ton ordi, et tous les soirs, bah, au lieu de regarder la télé, bah, tu passes 1 heure à chercher. Tu peux aussi utiliser des boutiques comme Chasseur de Renta, par exemple, ou Projet Locatif. J'ai jamais utilisé, je sais pas ce que ça vaut, mais c'est des gens qui peuvent rechercher les biens immo pour toi. Ça aussi, ça peut être assez intéressant. Voilà. On a une question de Napo, Gaëtan. Gaëtan qui me dit: quelle approche utilises-tu pour l'éducation de tes enfants? Mindset, école. L'éducation des enfants vis-à-vis de l'argent, de l'indépendance financière, enfin en tout cas de la gestion des finances personnelles, faut leur laisser leur enfance. C'est hyper important de laisser des enfants être des enfants. Faut pas trop les responsabiliser au niveau de l'argent, mais un peu quand même, tu vois. Ça me fait toujours penser au test du chamallow, tu sais, où on met un chamallow devant des enfants et on leur dit, bah voilà, si tu peux rester devant ce chamallow pendant 10 minutes, au bout de 10 minutes, on te donne un deuxième chamallow. Sinon, tu peux le manger tout de suite. Et il y a des enfants qui le mangent tout de suite, il y en a d'autres qui attendent 10 minutes pour avoir un deuxième chamallow, et on s'est rendu compte que si on suivait ces enfants dans leur vie, ceux qui ont attendu 10 minutes pour avoir le deuxième chamallow réussissent bien mieux financièrement que les premiers. Tu vois, moi c'est un peu ce test-là qui m'a inspiré pour éduquer mes enfants, c'est ce que j'essaye de leur dire si tu veux. Donc je leur parle sans tabou de mon travail, je les responsabilise, je les encourage à bien travailler à l'école, mais aussi à avoir du recul. Je leur explique aussi un peu que tu vois que l'école, ça sert aussi à former des salariés et qu'il ne faut pas travailler juste pour avoir une bonne note. Il faut travailler parce que ça nous plaît, parce que ça nous intéresse. Je les encourage vraiment à développer leurs capacités dans les endroits où elles sont douées, tu vois. Et je les aide à essayer plein de choses. J'en ai une qui est douée pour le chant, j'en ai une autre qui est plus douée pour le sport. J'essaye de leur faire découvrir plein de choses là-dedans pour qu'elles essayent et voir ce qui leur plaît. Et sur l'argent, tu vois, je les encourage à investir 80% de ce qu'elles peuvent avoir. Donc, si elles ont des étrennes à Noël ou pour leur anniversaire, de garder 20% pour se faire plaisir. Alors, à leur âge, elles ont 10 et 12 ans, tu vois. Mais investir 80% de ce qu'elles touchent. Et pour ça, je leur ai ouvert une assurance vie pour enfants chez Boursorama, qui a investi intégralement en ETF. Et je leur montre les résultats, tu vois, c'est ludique, c'est en vert, puisque là, bon, depuis que j'ai investi, ça gagne, donc elles sont super contentes. Et ça leur montre que voilà, on peut faire des revenus passifs déjà quand on est tout jeune. Et voilà. Après, je sais que j'en ai une qui est beaucoup plus intéressée par ça, celle qui a 10 ans. C'est marrant parce qu'elle s'intéresse vraiment à ça. Elle me pose des questions quand on va visiter un chantier. Combien j'ai payé le terrain, combien je revends les lots. Alors qu'elle a que 10 ans et on voit que ça l'intéresse vraiment et elle me fait des réflexions à son âge qui sont assez impressionnantes sur ce niveau-là. Et je trouve ça chouette. Mais voilà, je fais aussi surtout attention à pas en faire une maladie, tu vois, et à pas leur faire du bourrage de crâne qui a un effet inverse. Et ça serait vraiment pas productif. Je les laisse surtout être des enfants et voilà, je reste subtil. Mais l'argent n'est pas tabou à la maison et je leur explique que voilà, si papa il peut venir l'emmener à l'école tous les matins, lui faire son poisson pané et ses pâtes à midi. Alors, on mange pas poisson pané pâtes tous les midis. Hein. Mais en tout cas, je veux dire lui faire son repas de midi, la ramener à l'école à 13h30 et la chercher à 16h et à 16h30 et lui faire ses devoirs, c'est aussi parce que j'ai des revenus passifs et je leur explique quand même ça que voilà. Quand l'argent rentre, même quand on dort, c'est quand même plus facile d'appréhender l'avenir. Il nous reste 2 questions. J'ai une question de William qui nous dit: que penses-tu de dire à un banquier que tu achètes ta RP alors que c'est pour du locatif? J'en pense que du bien, parce que je l'ai déjà fait. C'est pas un gros mensonge, hein. Mais par contre, ça implique que tu aies déjà ta RP et que tu lui dises que tu vas déménager, tu vas mettre ta RP en vente et que tu vas emprunter pour une deuxième RP. Enfin, en tout cas pour la prochaine RP. Puis finalement, oh là là, t'as changé d'avis et tu la mets en locatif. Donc
c'est pas un gros mensonge, c'est pas bien grave. Avant, ça t'aidait à emprunter sur 25 ans, mais je suis pas fan de l'emprunt sur 25 ans pour du locatif, ni d'ailleurs pour du perso. Je suis pas très fan de l'emprunt sur 25 ans. Je pense que 20 ans, c'est vraiment la limite à ne pas franchir. Je l'ai fait une fois sur 25 ans et je le regrette un peu parce que je paye vraiment beaucoup d'intérêts. Et voilà, mais oui, c'est une technique qui marche, faut pas le dire, mais elle marche. Il me demande quand va sortir la nouvelle formation sur la liberté financière. Alors, c'est pas sur la liberté financière, c'est sur les finances personnelles, hein. Mais bon, c'est une bonne gestion des finances personnelles qui permet d'atteindre la liberté financière. Donc, c'est un peu tout comme. Mais écoute, j'aimerais bien, on va se fixer une date, on va dire que. Je vais passer encore pour un charlot, mais je pense que fin mai, elle sera disponible. Voilà. Il faut que fin mai, elle soit disponible. Et William qui me dit comment aller plus vite dans l'investissement locatif si on veut faire du x10 en accumulation. Si tu veux vraiment vraiment accélérer, eh ben mon cher William, il faut te focaliser sur des leviers à haut rendement. Donc la colocation, même si aujourd'hui j'ai l'impression que la colocation c'est saturé, et moi c'est un marché où j'irai pas personnellement, puisque j'ai l'impression que c'est de plus en plus saturé, mais c'est peut-être des croyances limitantes, je dis pas que j'ai raison. Ou alors la location courte durée. Et ça, moi, je peux que t'encourager à le faire. La location courte durée, il y en a besoin partout. Moi, j'en fais dans une ville de 15 000 habitants et c'est quasiment tout le temps plein. Donc pourquoi pas la LCD? Ça te permet vraiment d'accélérer. Tu vois, sur cette LCD qu'on a, on a un crédit à 395 euros pour en moyenne plus de 1100 euros de rentrée par mois. Donc ça te permet vraiment, vraiment d'accélérer, d'accumuler du cash. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant. Attention, attention au levier du haut rendement si tu achètes un immeuble de rapport à 12-13% de renta dans une ville claquée. Je ne le conseille vraiment pas. Voilà. Il vaut mieux se fixer pendant 5 ans d'emprunter des biens à 9-10% de rentabilité, mais dans des beaux endroits. Et c'est l'arbitrage qui changera tout en quelques années. Mais le cash flow mensuel tout de suite, moi, j'y crois pas trop. Donc, si tu veux aller plus vite en investissement locatif, je te conseille de faire de la LCD. Je te conseille d'acheter en dessous du marché, de faire des travaux. Et un arbitrage au bout de 3-4 ans, c'est ce qui te permettra vraiment d'accélérer, selon moi. Et on a une dernière question très intéressante de Floch. Floch qui me dit « Quelle est ta relation avec le sport et quel lien fais-tu avec l'investissement ?» Eh bien, écoute, ma relation avec le sport, moi, j'ai toujours fait du sport. Gamin, j'ai commencé par faire du foot et j'aimais pas du tout ça. Je suis pas du tout fan de foot. Je regarde, tu vois, les matchs de Coupe du Monde, j'ai envie de te dire comme tout le monde, mais je suis pas un fan ni de sport collectif, ni de foot. Et rapidement, très rapidement, à l'âge de 6 ans, j'ai attaqué le judo. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé le judo. J'en ai fait jusqu'à mes 16 ans. Et derrière, j'ai enchaîné sur la boxe. Et alors là, la boxe, c'est le sport qui m'a le plus plu. Notamment la boxe anglaise, juste au point. C'est vraiment quelque chose que j'aimais énormément. Et après, je suis rentré dans l'univers de la muscu. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de muscu pendant des années et des années. J'ai été passionné vraiment de musculation jusqu'en 2016. En 2016, je me suis blessé. J'ai eu des hernies cervicales qui m'ont vraiment beaucoup, beaucoup handicapé. Et j'ai laissé la muscu pendant 3 ans, parce que je ne pouvais plus du tout en faire, en fait je ne pouvais plus soulever. Avec des hernies dans le cou, tu te doutes que c'était compliqué, ça m'a rendu assez malheureux. J'ai un peu grossi aussi à l'époque, et ça a été compliqué, et j'ai rencontré un kiné exceptionnel sur Lyon, qui m'a soigné, qui m'a fait énormément de bien, et j'ai pu reprendre le CrossFit dans une salle qui est pas loin de chez moi, avec un coach John exceptionnel, que j'ai interviewé d'ailleurs sur Une vie de liberté, dans les premiers épisodes, et où j'ai rencontré aussi des super potes. Et aujourd'hui, je m'éclate dans le CrossFit. C'est une salle où c'est très respectueux parce que il y a CrossFit et CrossFit. On peut le pratiquer de façon hyper bourrine, comme un fou, ou alors le pratiquer dans le respect de son corps et dans le respect de ses articulations. Moi, c'est ce que je fais avec des hernies cervicales. Elles sont là, hein, de toute façon, donc il faut faire quand même assez attention. Mais voilà. Mais donc, toujours, tu vois, du sport plutôt individuel, et toujours dans cet univers-là, judo, boxe, muscu, crossfit. Donc pour moi, le sport, il est essentiel dans ma vie. Je pratique pas autant que je devrais ou que je pourrais aujourd'hui. J'essaye de m'entraîner 3 fois par semaine, mais entre les voyages, les enfants et le reste, on est plus sur 2 fois, mais c'est pas grave, c'est déjà bien. Je fais du vélo depuis peu. Je me suis acheté un super vélo à assistance électrique, n'en déplaise à certains, et
Je fais des randos une fois par semaine d'environ entre 40 et 50 km dans les bois. Et pour s'évader, c'est génial parce qu'en vélo musculaire, j'allais faire 10-12 km, j'allais être cramé. Alors que là, avec un vélo à assistance électrique, ben, on est cramé quand même à la fin, mais j'arrive à faire 50 km, je peux partir 3-4 heures, me faire vraiment des super randos, quoi. Et pour l'évasion dans la tête, c'est vraiment génial. Et quand tu me demandes le lien que je fais avec l'investissement, pour moi, il est évident et c'est essentiel dans le dépassement de soi. Que ce soit dans la boxe, dans la muscu ou dans le crossfit, et ben parfois il faut se faire un peu mal. Alors, j'aime pas trop ce terme-là parce que moi je pars plutôt du principe de dire que je suis mon propre meilleur ami, tu vois, et que j'ai pas envie de me faire mal, mais j'espère que vous verrez dans quel sens je veux le dire. Mais en muscu, ben voilà, aller chercher la répétition de plus, voilà, quand on fait du développé couché ou quand on fait du soulevé de terre, et ben aller chercher cette répétition de plus dans sa tête, elle va vraiment nous aider à aller plus loin. En boxe, ne pas lâcher, garder sa garde haute pour pas en prendre plein la tête, même quand on est fatigué, même quand on est essoufflé, garder sa garde haute, essayer de voir l'opportunité de frapper, même quand on est fatigué, même quand on a le souffle coupé, toujours rester alerte, essayer de voir dès qu'on a une ouverture pour balancer un crochet du droit au menton. Voilà, toute cette chose-là, ou au crossfit, quand on fait un WOD de crossfit, que le truc dure 20 minutes, que vous devez enchaîner plein d'exercices super physiques, et garder le même rythme et pas lâcher, et ben dans notre tête, ça nous aide à aller plus loin, à se faire un peu violence, même si j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas à se dépasser, voilà, ça c'est plus joli, à se dépasser. Et ben ça nous aide aussi, ça se transpose dans l'investissement, quand ça devient difficile, on n'abandonne pas, on fuit pas, on se remonte les manches, on continue et on avance. Donc il y a un lien qui est évident entre le sport et l'investissement. Je veux dire, on a tous vu Rocky et on voit bien qu'avec un mental de boxeur, on va plus loin, quoi. Avec un mental de boxeur, on lâche pas, on continue. Quand ça devient difficile, on remonte les manches et on continue à se battre, on continue à avancer et on s'avoue surtout jamais vaincu. Et aussi, dans l'investissement, comme sur un ring, tous les jours, on remet la ceinture en jeu, quoi. Si on a envie de se dépasser, si on a envie de ne pas se reposer sur ses lauriers, si on a envie d'aller plus loin, même si on a atteint plusieurs millions d'euros de patrimoine, on peut faire toujours mieux, on peut faire toujours, pas forcément plus, mais mieux. Et on remet aussi la ceinture sur le ring, et c'est ça qui est beau. Et voilà, et j'en ai fini avec les questions de ce podcast. J'espère vraiment que c'est un épisode qui vous aura plu. Je vous remercie infiniment pour toutes les questions que vous m'avez posées. J'ai pris un plaisir de fou à y répondre, même avec le rhume. J'ai même oublié que j'avais le rhume pendant 1 heure. Donc merci infiniment à vous pour tout ça. Voilà, cette semaine je suis à Malaga, alors pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, j'essaierai de vous partager des trucs sympas. Je vous remercie vraiment pour tout, je vous souhaite le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.